Défégator, on défake sur les fakes. Alors cet épisode-ci est la suite du précédent. Si vous l'aviez loupé, c'est pas très grave, je vous mets un lien ici pour aller le voir, mais de toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de l'avoir vu pour comprendre celui-ci. Alors je vous résume. Dans le premier volet, où aucune théorie n'a été dénigrée, et où il n'y a eu aucune insulte de proférée d'ailleurs, je vous en félicite, dans les commentaires, ça s'est très bien passé, tout le monde était très posé. On a étudié calmement la forme de la Terre, plate ou sphérique. En observant très simplement différents phénomènes de la nature autour de nous, le soleil, les saisons, la lune, les étoiles, nous nous sommes rendus compte que dans le modèle sphérique, tout s'expliquait parfaitement, alors que dans le modèle de la Terre plate, il y a certains phénomènes qui normalement devraient être impossibles, alors que pourtant on les observe. Par exemple, le fait qu'au nord de l'équateur, on voit certaines étoiles et certaines constellations qui, la nuit, tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors qu'au sud de l'équateur, on voit d'autres étoiles qui tournent dans l'autre sens. Et nous en avons conclu que la Terre ne pouvait pas être plate, mais à présent que nous avons invalidé cette théorie, si on veut poursuivre dans la même démarche scientifique, il nous reste à prouver que la Terre est bien ronde. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, ça va, ça fait 2000 ans qu'on sait qu'elle est ronde, c'est peut-être pas la peine d'y passer autant de temps. Certes, c'est assez triste de devoir remettre à plat des idées qui valent pas un rond, et d'avoir l'impression à chaque fois de réinventer la roue. Mais voilà, il faut bien voir que même parmi ceux qui sont dans le registre de la moquerie, ou qui sont un peu plus violents par rapport à la théorie de la Terre plate, il reste des choses qui sont pas claires. Dans la vidéo, je vais pas vous chercher à démontrer que la Terre est ronde. Oh putain, ça m'énerve! Si la Terre est plate, alors pourquoi est-ce qu'on voit la Lune comme ça et pas comme ça? Parce que l'ombre de la Terre est ronde, enculée, et pas plate! Non, c'est pas l'ombre de la Terre qui fait les croissants de lune. Et ça, nous, dans le dernier épisode, on l'avait vu, comme quoi c'est quand même des rappels qui peuvent être utiles. Bref, dans cet épisode-ci, on va essayer de faire la même chose, de profiter du sujet, pour apprendre 2-3 trucs au passage. Et normalement, après ça, on devrait enfin avoir fait le tour de la Terre plate. Ça dépend comment... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Attends, tu vas voir. Tiens, regarde, tu t'en souviens de ça? Dans le dernier épisode, Défégator, ça donne des leçons à Squeezie, mais il fait tourner la Terre du mauvais côté, Défégator. Ça va, je l'avais signalé ça déjà dans la dernière vidéo. Alors, si on fait le tour de la question, espérons que cette fois, on aille du bon côté, Défégator. L'ami du bon goût, jusque dans les vannes. Espérons qu'on aille du bon côté. T'aurais pu dire un truc genre, je sais pas, espérons que cette fois tu fasses preuve de bon sens. Ça aurait mais ça aurait fait sens, et ça aurait même fait double sens, tu vois, et là on ouvrait le festival du jeu de mots, quoi. Demandez nos Esquimaux. Ce salami ne fait pas partie des jambons. Festival du jeu de mots. Un soutien-gorge Disney, c'est dessin animé. Ouais, je vois, ça aurait fait une bonne vanne, Alors que là, ça tombe à plat, ouais. Allez, sors de là, tu vas encore te faire mal, quoi. T'as trop pris la confiance, toi, sans déconner. C'est ça, et tu veux que j'aille me faire cuire un œuf? Un œuf au plat, peut-être? Je suis désolé pour cette intervention pathétique de l'autre espèce de grande carotte, là. N'empêche, la carotte est la des fans. Bref, tant qu'on est dans les précisions, ce sondage qui avait été cité en introduction du dernier épisode, et qui nous indiquait que 9% de personnes en France pensent qu'il est possible que la Terre soit plate. Plusieurs d'entre vous m'ont signalé, à juste titre en commentaire, que ce sondage était contestable sur sa méthodologie, et donc peut-être sur ses résultats, et qui contribuait à dramatiser inutilement sur le sujet des théories dites complotistes en général. Alors il y a une vidéo intéressante là-dessus. Sur 1252 personnes interrogées, 79% des Français croient à une théorie du complot. Faisons une première remarque sur le chiffre de 79%. 79% des Français adhèrent à au moins une théorie du complot. Mais en fait, il faut être plus précis, il faut le lire ainsi. 79% des sondés croient à au moins une théorie parmi les 11 proposées. Nouvel ordre mondial, Kennedy, vaccin, etc. Tout le monde comprend que plus on va proposer de théories, plus la probabilité que tout le monde croit à au moins une augmente. Donc comprenez bien le délire, 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Mais moi je vous le mets à 100% votre sondage. Je vous mets, je sais pas moi, la mort de Lady Di, la mort de Coluche et la viande de cheval, et je vous le mets à 100% votre sondage. Je vous le mets à 200% conspi. Oui, c'est tout à fait vrai, donc bravo à lui, et merci à ceux qui m'ont donné le lien sur cette vidéo. Ce qu'on voit, c'est que ce ne sont pas tant les questions prises individuellement qui sont contestables, c'est plutôt les généralités sur le complotisme qu'ils en tiraient derrière, comme par exemple l'indicateur global, bon ça moi j'en avais pas parlé, et qui évidemment a été repris en masse dans les médias mainstream. La Terre plate, l'hypothèse de la Terre plate. Alors on peut dire, oui c'est un complot parce que y a le segment de la phrase « on nous le dit depuis l'école ». Mais enfin, c'est pas vraiment un complot ça, c'est juste une croyance farfelue sur un état du monde. Je suis pas d'accord parce que la Terre plate elle est bien vue par certains comme un complot.
des gens, donc les élites, sauraient que la Terre est plate, mais chercheraient à le cacher au reste de la population. Et ça, dès qu'on a échangé un peu des commentaires dans un forum avec des partisans de la Terre plate, on sait que ça fait partie de l'argumentaire de base. D'ailleurs, il y a eu sur la vidéo précédente des commentaires qui allaient dans ce sens. Par exemple, celui-là. Combien vous avez été payé pour votre vidéo? Agent de désinformation des élites. Nous sommes tous libres et pas obligés d'accepter les mensonges venant des satanistes. Et là, une question. Pour les fans, les moutons de la Terre ronde, donne-nous des preuves que la Terre est ronde, filmée 24/24 vue de l'espace. On a bien soi-disant des satellites là-haut, non? Qu'en pensez-vous, moutons? Et dans un autre com, il nous précise qu'il n'y aurait que 2 photos de la Terre, donc des fausses photos, naturellement. C'est faux. Si on cherche des photos de la Terre dans sa globalité, on va en trouver de partout. Et quand je dis partout, vous allez pouvoir en retrouver en Europe, au Japon, évidemment, mais aussi en Chine, en Russie. Regardez sur ce site. Vous allez pouvoir retrouver ici les images prises par le satellite japonais Imarawi 8. Il est situé face au Japon. Vous voyez, là, en bas, on voit très bien l'Australie. Et sur le site, vous pouvez retrouver les images des dernières 48 heures, il y en a toutes les 10 minutes. Sinon, vous pouvez aller vous chercher un satellite chinois, en passant par le site de la China Meteorological Administration, vous allez pouvoir... Oh, vous avez vu là? Symbole Illuminati. Ah non, pardon. Donc, vous allez pouvoir retrouver des images de tout le globe, centrées sur la Chine, là, évidemment. Mais donc là aussi, vous allez pouvoir choisir le jour, l'heure, zoomer où vous voudrez, c'est très précis. Vous préférez une source européenne? Ok, et bien à ce moment-là, vous avez les satellites de EUMETSAT. Donc des vues du globe, mais plus à l'Occident. Alors vous remarquerez que les contrastes et les couleurs sont plus ou moins marqués, parce que les images des différents satellites ne sont pas étalonnées pareilles. Et par-dessus celles que vous voyez ici, vous rajoutez même en surimpression un quadrillage des méridiens, et ils surlignent même les frontières. Alors sinon, vous avez les images les plus précises, celles des Russes, avec le satellite Electro-L, alors qui lui envoie des images d'une résolution impressionnante. En gros, 1 km par pixel, en une seule prise à la fois, au lieu de combiner plusieurs images comme le fond d'eau de satellite, c'est assez balèze. Donc là, vous avez carrément un serveur FTP pour aller retrouver les images d'un jour donné à une heure donnée, il y a des images toutes les 30 minutes, et pas que les images en couleur naturelle, il y a de l'infrarouge aussi, etc. Pour bien comprendre d'où proviennent ces images, il faut qu'on s'intéresse vite fait aux différents types de satellites. Si vous prenez un objet et que vous le lancez, il va retomber au sol. Le principe, c'est au sol. Si vous lancez votre objet avec une certaine poussée initiale, vous calculez bien votre coût, il va tomber plus loin. Là, c'est les lanceurs de javelots, de disques, les lanceurs de poids, les lanceurs de chats. Tout le monde est bien au courant, il y a effectivement un bon angle à trouver et une poussée initiale forte, surtout à donner, pour aller plus loin. Donc plus la poussée initiale sera forte, plus l'objet va tomber loin. Et par contre, il aura bien sûr toujours une trajectoire courbe qui va forcément être influencée par l'attraction terrestre. Si vous prenez votre globe et que vous lancez votre objet très 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 loin avec une très très forte poussée initiale, vous allez toujours constater effectivement une courbure de sa trajectoire, parce que effectivement, il va être attiré par l'attraction terrestre. Vous pouvez, si vous sortez de l'atmosphère, avoir une vraie trajectoire balistique, c'est-à-dire un mouvement qui sera influencé par rien d'autre que l'attraction terrestre, mais dans tous les cas, effectivement, si la poussée initiale n'est pas assez forte, la courbure va faire que l'objet va retomber sur Terre. Par contre, si vous prenez une fusée Ariane à Kourou, pour la Guyane décoller, et là, spéciale dédicace, vous allez pouvoir lancer un objet avec une très très forte poussée initiale. Si vous réussissez à atteindre 7,78 km par seconde, c'est-à-dire 28 000 km/h, et bien à 200 km d'altitude, votre objet va être satellisé, c'est-à-dire que vous allez donner à sa trajectoire une courbure si peu prononcée qu'elle va finalement suivre celle de la Terre, comme 2 cercles concentriques, et faire en sorte que donc l'objet sera en permanence en chute libre, mais ne retombera jamais sur la Terre. Donc il va décrire ici une trajectoire circulaire. Alors, si vous injectez sur l'orbite avec une vitesse encore plus forte, là on va avoir une trajectoire elliptique. Non, alors j'en vois déjà qui froncent les sourcils. Elliptique, le satellite va pas se mettre à avoir des convulsions et à danser la gigue, il va décrire une ellipse. Pas épileptique, elliptique. Et donc, l'apogée de la trajectoire, c'est-à-dire le point de la trajectoire qui va être le plus éloigné de la Terre, va être d'autant plus élevé que vous aurez injecté votre satellite avec une vitesse initiale forte, donc au-delà de 8-9 km par seconde. Alors attention, parce qu'à partir de 11 km par seconde, là, vous quittez carrément l'attraction terrestre et vous perdez dans les confins de l'univers. Donc, effectivement, on a ce principe de satellisation.
Alors l'ISS par exemple, hein, l'ISS elle tourne à 400 km d'altitude, et alors avec cette particularité que, comme la Terre tourne, et l'ISS aussi, eh bien on a une trajectoire qui va en permanence donc changer d'endroit au-dessus du globe, ce qui fait que vous avez des applications hein, qui sont capables de vous prédire en fonction de la date et l'heure où va se situer l'ISS dans le ciel, et à quel moment elle va passer au-dessus de chez vous, parce qu'effectivement, l'ISS décrit sa trajectoire au-dessus du globe qui tourne, et donc on a en permanence effectivement une vue de la Terre différente depuis l'ISS. À une certaine altitude, 35 786 km sur le plan de l'équateur, et là, changeons de globe parce que c'est une autre échelle, là, votre satellite va atteindre un point intéressant, puisque sa vitesse de rotation va être égale à celle de la Terre sur elle-même. Ce qui veut dire que, si vous avez bien réfléchi au truc déjà, eh bien, le satellite va voir en permanence le même point du globe. Donc ça, c'est une orbite géostationnaire qui est très intéressante pour tout ce qui est satellite d'observation météorologique ou d'observation du climat, par exemple, puisque là, on va pouvoir observer en permanence le même point sur la Terre. Puis alors, bien au-delà, vous avez ce qu'on appelle les points de Lagrange, qui sont des points... alors, c'est pas des points posés tranquilles à la campagne, hein. C'est un point qui se situe exactement entre la Terre et le Soleil. Alors ça, je parle du point Lagrange L1 pour être précis. Et à ce point-là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on se situe à une position intermédiaire entre l'attraction terrestre et l'attraction solaire, qui permet de faire en sorte qu'on n'a pas trop d'efforts à fournir pour se déplacer en même temps que la Terre et le Soleil lorsqu'ils se tournent l'un autour de l'autre. Donc quand je vous dis que c'est un point posé tranquille, c'est pas à la campagne, mais c'est dans l'espace, mais ça marche quand même. Donc votre point de Lagrange est intéressant parce que à cette position intermédiaire, le satellite voit en permanence la face éclairée de la Terre, puisqu'il est dans l'axe. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant, et vous avez une sonde qui a été placée là par la NASA pour l'étude du climat. Discover, qui voit toujours la face éclairée de la Terre, ce qui permet d'ailleurs de voir que ça tourne. Donc, des images du globe terrestre, il y en a. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la précision de ces images, on va être capable, en zoomant, d'aller retrouver des phénomènes météo, hein, évidemment, mais aussi la fumée des éruptions volcaniques, la fumée des grands incendies de forêt ou les tempêtes de sable. Donc, ce qui va permettre de vérifier déjà que les clichés ont bien été pris à la bonne date, si ça correspond à des événements connus, et puis en même temps, ça va permettre de regarder la beauté de la Terre vue de l'espace, même si je suis d'accord, une tempête de sable vue d'en dessous, c'est nettement moins fun. Alors, on peut aussi tenter une expérience intéressante, on va prendre les photos de toutes ces sources à un moment précis, pour regarder si elles collent entre elles, pour vérifier donc qu'elles n'ont pas été générées aléatoirement, ou je sais pas. Par exemple, on va prendre le 16 mai, alors je dis ça parce qu'en fait on est le 16 mai, à un moment où j'enregistre cette partie de la vidéo, donc l'un dans l'autre ça tombe bien. À 2 heures en temps UTC, je choisis un moment où la Chine et le Japon sont en face du soleil, hein, comme ça, histoire qu'on ait des zones éclairées communes entre toutes les photos. Et bien regardez, si on aligne toutes les photos, on retrouve les mêmes formations nuageuses remarquables. Par exemple ici, si on zoome sur celle au-dessus de l'Indonésie et la Malaisie, eh ben on va la retrouver sur toutes les images, sous tous les angles hein, évidemment, mais c'est la même. Alors la Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon, tout ça c'est des pays qui n'ont pas toujours été en paix les uns avec les autres, et qui même aujourd'hui se livrent quand même de bonnes batailles sur le plan économique, y compris dans le domaine de l'espace d'ailleurs. Donc ça va quand même être compliqué de nous faire croire que toutes les 30 minutes avant de publier des photos de leurs satellites, ils se concertent pour savoir comment faire évoluer les masses nuageuses pour que ça ait l'air de se ressembler. Hein. Donc des images du globe terrestre, on en a. Et des images de la Terre plate, me direz-vous. Et bien là, on n'en a pas. Voilà, on n'en a pas. Alors, pourtant, ça semble pas compliqué aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, de prendre des photos, par exemple des photos satellites. Mais vous avez bien vu qu'il était impossible d'aller dans l'espace depuis la Terre plate, puisqu'il y a un dôme qui surplombe le disque et qui nous en empêche. Et là, je vous renvoie au premier épisode, sinon vous comprendrez jamais pourquoi j'ai scotché un petit cochon sur un saladier. Mais même si on ne peut pas aller dans l'espace, pourquoi personne n'a-t-il jamais pris une photo du bord de la Terre plate? Vous voyez, je me positionne ici et je prends une photo du bord. Ou au pire, une photo du pied du dôme. Hein. Alors on a des vidéos qui circulent de ce mur de glace là, donc qui entoure le disque et qui, nous dit-on, retient les océans. On a même des vidéos de gens qui survolent ce mur. Bon, ces vidéos sont reprises sur les chaînes des plus célèbres partisans de la théorie de la Terre plate. Hein. Elles proviennent de chaînes américaines d'ailleurs, la plupart du temps. Mais alors pourquoi personne n'a-t-il jamais été fichu de franchir ce mur de glace? Même le type en avion là, c'est dommage, il était tout prêt, pourquoi il n'a pas tenté le coup? Pourquoi il n'a pas envoyé un drone, par exemple, hein, ou si on estime que c'est trop dangereux pour risquer une vie humaine, ou je sais pas. Eh bien, voilà la réponse.
Bon, on le voit sur la carte là, hein, certains présument que derrière le mur de glace, il y aurait donc d'autres continents cachés, et donc une présence militaire qui empêche de traverser ce mur de glace. Alors c'est quand même bizarre parce qu'en Antarctique, il y a des bases scientifiques. On a par exemple cette vidéo d'une visite de la station Concordia. Une des 3 stations permanentes situées au cœur de l'Antarctique. Nous étions dans ce bâtiment. Et le continent de l'Antarctique a fait l'objet d'un traité en 1959 spécifiant que la zone était réservée exclusivement aux scientifiques et excluait toute activité militaire. Donc il ne peut pas y avoir de militaires sur place. En plus, il y a des tours opérateurs qui vous permettent d'aller sur place, notamment pour aller voir les espèces animales protégées. Donc ce n'est pas non plus inaccessible. Et en plus, regardez, si on fait un rapide calcul, le disque a un rayon de 20 000 km, c'est la distance connue entre les pôles. Cela signifie que sa circonférence est de... Programme de 5e. La circonférence, c'est 2 pi-r. Donc 125 663 km sur le bord. Même si on considère que l'Antarctique fait une largeur de, mettons, 2000 km, ça nous fait quand même une circonférence à 113 097 km. S'il faut le faire garder par des militaires, si vous mettez, mettons, une base ou un poste militaire tous les 10 km, ça fait quand même 11 309 bases militaires. Ça fait quand même un paquet de militaires, hein, qui sont donc tous au courant de ce secret de l'Antarctique et de ce qu'il y a après le bord du disque, mais qui n'en parlent pas. Et ça depuis des années que ça dure, puisque ça dure depuis toujours en fait, hein, puisqu'on n'a jamais vu quelqu'un aller au bord de la Terre plate. En plus, tous ces militaires, ils auraient vécu des expériences franchement cheloues, parce que si la Terre était plate, plus on s'approcherait du bord, et plus on serait penché. Parce que la gravité nous attire vers le centre de gravité de la Terre. Alors sur une sphère, c'est facile, le centre de gravité, il est au centre de la sphère. Mais sur un disque, c'est pas la même chose. Hein. Plus on s'approcherait du bord, et plus on aurait l'impression que ça monte, même si c'est plat, et tout ce qui serait vertical se casserait la gueule. Et il faudrait tout pencher, quoi. Et ça, j'ai pas l'impression que les gens qui ont fait des vidéos sur le bord du mur de glace, là, en aient parlé. Hein. Et puis surtout, il y a quelque chose d'encore plus chelou, c'est les distances. Sur la Terre plate, plus on va s'éloigner de l'équateur et se rapprocher du pôle sud, et plus les distances vont être incohérentes par rapport à ce qu'on observe dans le monde réel. Sydney et Santiago du Chili, les deux villes sont séparées par une distance de 11 400 km, le vol dure 12h30 minutes, et bien sur la Terre plate, ce même trajet en restant à la même latitude ferait approximativement 36 000 km. Et alors, si on voulait aller au plus court, en fait, il faudrait survoler donc l'Amérique du Nord, hein, donc là, déjà, il y a des passagers qui l'auraient remarqué, à force, hein. Et de toute façon, même en coupant comme ça, le trajet, il ferait déjà plus de 23 000 km. Donc, dans tous les cas, les distances auraient au minimum doublé par rapport à ce qu'on constate dans la vraie vie. Et rien que sur ce vol, donc 140 000 personnes sont transportées par an. Ça veut dire que toutes ces personnes ayant pris ce vol, donc devraient bien être au courant de ce problème, hein, ainsi que le personnel navigant, ainsi que le personnel au sol chargé du contrôle aérien, et pourtant, il n'y en a pas un qui ait parlé un jour. C'est quand même étonnant. En plus, alors pour tout l'hémisphère sud, hein, c'est-à-dire que là, je vous parle du vol Santiago du Chili, Sydney, mais c'est valable pour tous les vols. Et pareil, pour tous les marins ayant navigué dans cette zone, il n'y a aucune distance qui corresponde avec ce qu'on voit dans la réalité. Alors vous rajoutez donc les marins, ensuite tous nos militaires qui ont un jour été en poste sur l'Antarctique, là on est déjà en train de compter des millions de personnes, hein, même en dizaines de millions. Donc on n'est pas sur un tout petit secret, on est quand même sur de la grosse conspiration, ça a l'air énorme. Et comment trancher? Eh bien pour trancher, nous allons utiliser un rasoir. Laissez-moi vous parler de Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam était un religieux du XIVe siècle, membre de l'ordre franciscain, né en Angleterre à Occam dans le comté de Surrey, et parti étudier la théologie à Oxford où il publie ses premiers travaux. Alors selon les cas, vous verrez écrit William of Occam ou Guillaume d'Occam. Or, il n'est jamais devenu maître en théologie parce que ses études ont été interrompues en 1324 à cause de ses positions philosophiques assez radicales. Parce que, voilà, on l'a soupçonné d'être un hérétique. En gros, il critiquait la possibilité qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu. C'était un des précurseurs de la science moderne et de la méthode expérimentale, mais à l'époque, ça passait pas super bien. D'autant plus qu'il disait qu'il n'y a pas vraiment besoin d'intermédiaire entre Dieu, qui nous a communiqué ses commandements, et l'homme, qui a son libre arbitre, et qui peut donc décider tout seul, de lui-même, de ce qu'il a à faire ou pas à faire, sans qu'il y ait une église au milieu pour lui dicter les choses, quoi. Donc du coup, pas besoin d'église, et pas besoin d'un pape, par exemple. Et ce qui fait que le pape de l'époque l'a pas super bien pris, et donc il l'a fait convoquer en Avignon, parce que oui, en ce temps-là, les papes siégeaient en Avignon, hein, depuis 1309, pour des raisons politiques, hein, surtout, c'était pour se rapprocher de l'endroit où ça se passe vraiment, quoi. Parce que Rome s'était trop éloigné des royaumes d'Angleterre et de France, et puis en plus les papes étaient français à ce moment-là, Clément V, Jean XXII, donc ça tombait bien. Avignon c'était central, en plus il y avait l'affaire des Templiers à régler juste à côté, et puis une fois qu'ils ont fini de régler la question des Templiers, comme les bûchers étaient chauds et qu'il restait des braises,
Ils ont enchaîné avec la Sainte Inquisition, ils se sont occupés des sorcières, des hérétiques. Bon, maintenant, c'est sûr que rien que quand tu veux faire brûler des feuilles mortes à l'automne, t'es considéré comme un pyro-barbare, mais à l'époque, c'était pas réglementé pareil, donc du coup, les bûchers, ça marchait du feu de Dieu, quoi. Et alors, à la même période, il y a eu la fameuse querelle sur la pauvreté de l'Église, qui avait été lancée par les franciscains. Vu que Jésus était pauvre, est-ce que l'Église ne devait pas l'être aussi ? Et le pape, ça le chiffonnait un peu, il disait aux franciscains que c'est facile à dire qu'il faut être pauvre quand on n'a rien, mais lui, ça l'arrangeait pas forcément, quoi, du coup. Et donc, c'est dans ce contexte un peu tendu que Jean XXII convoque Guillaume d'Occam en Avignon en 1324 pour venir lui expliquer ses petites théories. Donc Guillaume y applique assez vite, hein, parce qu'il sent déjà qu'il a le feu aux fesses, et à l'époque, c'est pas qu'une expression. Et du coup, il se fait remonter les bretelles par l'archevêque Saltarelli. Oui, et pourquoi pas du transtéisme aussi, on les voit en bas à gauche, l'archevêque il fait le pitre avec sa mitre, Guillaume il est au milieu, et tout à gauche il y a un franciscain qui était là aussi, donc du coup il en prend plein la tête au passage. Et on voit le mec, en plus d'être pauvre, il était venu avec ses chiens, hein, apparemment, qui sont tout en bas, là il y en a partout, c'est un peu nimp. Là j'extrapole peut-être un peu, hein, mais le mec ça a l'air d'être un peu le punk à chien de l'époque, hein. Et l'archevêque, on le voit, ça la vénère, il est en train de le menacer avec son doigt là, il lui dit qu'on n'est pas chez les psychobilés norvégiens là, et que la prochaine fois qu'on trouve un de ses chiens en train de pisser sur les rhododendrons du boss, ils en font direct des côtelettes parce que les barbecues ils sont encore chauds quoi. Bref, c'est tendu. Donc Guillaume il se dit qu'il faut pas trop jouer avec le feu là, et du coup il promet de se tenir à carreau. Bon, n'empêche, il en pense pas moins. Et quelques années plus tard, en 1328, il s'enfuira d'Avignon et il ira soutenir Louis de Bavière, qui veut faire couronner un antipape à Rome, Nicolas V. Donc quand même, sacré rebelle, hein, ce Guillaume. D'ailleurs, c'est lui qui a inspiré Guillaume de Baskerville à Umberto Eco pour Le nom de la rose. Un âne enseignant les Écritures aux évêques. Le pape en renard et Messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. Franchement, si vous n'avez jamais vu ce film, mais arrêtez cette vidéo d'opérette tout de suite et allez me mater ce chef-d'œuvre, quoi. Ou à la rigueur, vous attendez la fin de l'épisode. Mais c'est un thriller médiéval, ça parle de la connaissance, ça déboîte tout. Et si un peu de lecture pointue ne vous fait pas peur, vous avez le roman d'Umberto Eco. Vous verrez notamment, c'est rigolo, vous avez Guillaume de Baskerville qui cite plusieurs fois Occam. Et après, bon, c'est assez érudit, mais franchement, ça vaut la peine. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il a dit Occam ? Parce que pour l'instant, c'est vrai que la life des papes en Avignon, c'est très intéressant, mais on en a plus ou moins rien à battre. Hein. Eh bien, Occam, il a fait un principe dit de parcimonie. Pluritas non est ponenda sine necessitate. Hein ? C'est pas canon, ça ? Alors j'en vois qui font la gueule derrière, là. Oui, mais voilà, quand on nous a demandé de choisir au collège, il fallait choisir latin, hein. Et ceux qui se foutaient de la gueule de Madame Ranchou quand elle vous disait « ça vous servira un jour », et ben voilà, le jour est arrivé et vous êtes bien dans la merde. In merdum, in fimo. Quid dicisse, tibi dicisse. Quis quibit, bis legit. Et puis je vais vous dire, à quoi ça sert le latin surtout. Quid latine dictum, sit aldum videtur. Oh, une astérisque là. Vous avez vu ? Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh ben on va la faire en français. Alors ce principe de simplicité d'Occam se base sur deux grandes règles. D'abord, entre deux théories qui expliquent des faits, il faut privilégier celle qui fait appel au nombre minimal d'hypothèses. Et puis, n'avoir recours à des principes qui échappent à notre expérience que si toute autre explication fait défaut. Et voilà ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Alors apparemment, c'est pas lui qui lui a donné ce nom, même si moi je me dis que l'idée a dû lui passer par la tête, parce que observez son regard là, quand il est en train de se faire des reproches au litre par l'autre aux têtes d'huître avec sa mitre, on jurerait qu'il est en train de se dire « ce mec-là est barbant », hein. À mon avis, donc, ça vient de là. Mais peut-être que j'extrapole. Hein. Alors, en tout cas, le rasoir d'Occam, c'est le nom qui s'est imposé, parce que avec ce rasoir, on va pouvoir se débarrasser de toutes les hypothèses qui dépassent, et de tout ce dont on n'a pas besoin pour trouver la bonne explication. Attention, le rasoir, c'est tranchant, donc attention à ne pas mal l'utiliser. Ce principe va nous indiquer la théorie qu'il faut logiquement privilégier, mais ça veut pas dire qu'on est sûr à 100% que ce soit la bonne. Simplement, on va sans doute gagner du temps en examinant celle-là en premier, parce que, bah voilà, si on avait commencé par vérifier l'autre, qui est sans doute moins probable, on aurait perdu du temps. Et alors ce fameux rasoir d'Occam, du coup, pour nos images de la Terre, qu'est-ce que ça dit ? Eh bien dans le cas de la Terre plate, on a donc 0 image de la Terre dans sa globalité. En effet, il est impossible d'envoyer une sonde en très haute altitude à cause d'un dôme, sur lequel sont accrochées les étoiles. Quant au bord de la Terre, il est impossible de le voir, car le mur de glace qui entoure le disque de la Terre plate est gardé par des militaires, sur toute sa longueur de 113 000 km. Des millions de personnes sont au courant de ce secret, hein, des militaires, des marins, du personnel aérien, navigant ou au sol, et des millions de passagers ayant voyagé dans l'hémisphère sud qui savent que les distances sur le disque ne sont pas cohérentes avec la durée des vols qui contournent l'Antarctique.
Mais depuis des siècles, ce secret a toujours été soigneusement gardé par les élites qui ne souhaitent pas qu'on sache ce qu'il y a de l'autre côté du mur de glace. Seconde théorie, le cas de la Terre ronde, ben là on peut envoyer des satellites en orbite qui nous produisent des images toutes les heures, voire plus, parfois toutes les 10 minutes. Ces images sont accessibles par tous en quelques clics, et voilà. Donc a priori, ce que dit Occam, à travers son principe de parcimonie, c'est qu'on a intérêt à privilégier plutôt la solution de la Terre ronde, parce qu'elle est moins coûteuse que l'autre en hypothèse invérifiable, et donc plus probable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a pu vérifier très rapidement la cohérence de cette solution, on a fait l'expérience pour voir, et tout connaît. Donc voilà une théorie qui fonctionne, et l'autre dont on n'a pas besoin parce qu'elle est mal rasée, et que ce qui est mal rasé, on n'a pas envie de l'embrasser. Alors avant de chercher une autre preuve plus proche de nous, restons un instant dans l'espace. Parce qu'en effet, en observant les autres planètes et les corps célestes, on peut peut-être déjà arriver à comprendre pourquoi la Terre doit être ronde. Il y a une excellente émission de radio sur France Culture qui s'intitule La Conversation Scientifique, qui a abordé le sujet. Donc Étienne Klein, c'est le taulier de cette émission, c'est un philosophe des sciences. Il recevait ce jour-là Roland Lehoucq, qui est astrophysicien et qui est assez fort en vulgarisation. Il a notamment écrit un bouquin super intéressant qui s'intitule « Faire des sciences avec Star Wars ». Quand on regarde les planètes du système solaire, on voit qu'elles sont toutes finalement sphériques, les planètes, et que les plus petits corps du système solaire ne sont pas sphériques. En gros, si on prend comme limite l'astéroïde Vesta, qui fait à peu près 500 km de diamètre et qui n'est pas tout à fait sphérique, tous les objets plus petits que Vesta sont assez nettement non sphériques. Par exemple, regardez la comète Churyumov-Gerasimenko. Elle est absolument pas sphérique, elle a une forme tout à fait incroyable. Vesta est une quasi-sphère. Cérès, un peu plus gros, est presque une sphère. Et au-delà, c'est des sphères pas quasi parfaites, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est des pas sphères. Que plus un objet est petit, plus il peut supporter des montagnes élevées. Exactement. Il y a exactement ça, l'idée qu'un objet assez petit, l'attraction ne sera pas si forte et qu'il pourra supporter des montagnes de grande extension, de l'ordre de grandeur de sa taille à lui, de la taille Vous-même, vous globale n'êtes pas de l'objet. sphérique. Exactement. Je ne suis pas sphérique parce que cette force n'agit pas suffisamment intensément sur mon propre corps. Alors, voilà qui est éclairant. Donc j'ai représenté ici les différents objets célestes qui ont été évoqués. Ils sont à l'échelle. Jupiter est énorme, évidemment, on n'en voit qu'un tout petit bout. Et du coup, la comète 67P, elle est difficile à représenter, là elle fait à peine un pixel. Et on constate donc que pour tous les petits objets, les astéroïdes, les comètes, tout ce qui est en dessous de la taille de Vesta, la gravité n'est pas suffisante pour en faire des sphères. Par contre, tout ce qui est au-dessus, ce sont les sphères. Donc la matière qui s'est agrégée a pris la forme d'une sphère, qu'il s'agisse de gaz, comme sur Jupiter, ou de matière solide, comme les planètes telluriques. Et ce phénomène de la matière qui se met en boule naturellement, on le voit bien quand des astronautes jouent avec de l'eau en apesanteur. On peut refaire l'expérience dans un avion 0G, d'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'aller dans l'espace pour ça. Comme il n'y a plus d'attraction terrestre pour la tirer dans une direction précise, qui ferait qu'elle s'étalerait en flaque contre la paroi de la cabine, finalement, eh bien, ce liquide qui flotte, quand on ne le touche pas, quand on n'applique pas de force extérieure dessus, petit à petit, il s'organise en sphère. Parce que c'est la forme dans laquelle la matière sera la mieux répartie. À la surface d'une sphère, la tension, elle est égale en tout point. Donc on peut même mettre des morceaux dedans, là vous le voyez, ça s'agglomérera pareil. Et ça vaut pour de la matière solide qui flotte dans l'espace, au-delà d'une certaine masse, on l'a vu à partir de Vesta ou Cérès, l'attraction qu'exerce l'objet sur toute sa matière l'empêche d'avoir des formes originales, on va forcément se rapprocher d'une sphère. Alors du coup, c'est vrai que quand on a constaté qu'au-dessus d'un objet de la taille de Vesta, tout est à peu près sphérique, ça fait drôle de se représenter la Terre comme ça. On voit bien qu'il y a un truc qui cloche dans le tableau. La logique voudrait que la Terre, avec son diamètre moyen de 6371 km quand même, elle se comporte comme les autres, autrement dit, en boule. Bon, mais ça, c'est à cause de la gravité. Alors du coup, vous avez des gens qui vous expliquent que la gravité n'existe pas. Que c'est un concept qui n'a aucun sens. La plupart des gens ne comprennent pas qu'on puisse ne pas croire à la gravitation. La gravitation, elle évacue de la science les notions de haut et de bas. Parfois le haut nous paraît en haut, parfois le haut nous paraît en bas. Parfois le bas nous paraît en bas, parfois le bas nous paraît en haut. Et du coup aussi, pareil pour droite-gauche, c'est pareil. Alors que dans l'idée de pesanteur, l'idée classique, on dit que quelque chose tombe réellement, c'est-à-dire descend vers le bas, parce que c'est plus lourd que l'air. Et donc finalement, on n'a pas de référence à la Terre. On peut dire que ça tombe par terre, parce que c'est ce qui se passe. Mais en réalité, le mouvement n'a rien à voir avec la Terre en elle-même. Ça tombe parce que c'est plus lourd que l'air. Et donc le point de repère, c'est pas la Terre. Le point de repère, c'est simplement le haut et le bas. C'est tout, c'est ces repères-là. Ces repères dans l'espace. Donc, les choses ne tombent pas sous l'effet de l'attraction terrestre et de la force de gravité. Elles tombent parce qu'elles sont plus denses que l'air et qu'elles vont vers le bas.
Ce qui peut sous-entendre que notre Terre plate elle-même est posée sur un truc qui est plus bas. Et comme ça, jusqu'en bas. En tout cas, on retrouve souvent cette tentative de remplacer la gravité par la notion de densité, et certains vous ajoutent même densité et flottabilité. La densité, c'est le rapport du poids au volume, ça se mesure en kilos par mètre cube, mais c'est pas une force. Et la flottabilité pousse les objets vers le haut, mais il existe donc une force mystérieuse qui attire les objets vers le bas. Pas vers la Terre, hein, vers le bas. Un peu comme la gravité, mais on n'a pas le droit de dire que c'est la gravité, quoi. Donc, sur ce coup-là, Occam est déjà en train d'aiguiser son rasoir, hein, là, il n'y a pas de souci. On connaissait la physique quantique, là, on a la physique en toc. Mais bon, n'écoutons pas Occam, et jouons au jeu. Donc, ne faisons pas intervenir la gravité, hein. On nous dit que si un objet est plus dense que l'air, c'est pour ça qu'il tombe. Donc, si la chute vers le bas se fait en fonction de la densité des objets, les plus denses vont tomber plus vite, puisque leur flottabilité est moins bonne. Or, voilà, ce n'est pas ce qu'on constate dans la réalité. Expérience. Je vais faire tomber en même temps deux objets qui ont un volume comparable, mais qui n'ont pas du tout la même densité. On va se positionner au sommet d'un grand mur, pour que ce soit plus probant. Je les lâche exactement au même moment. Et que constate-t-on? Elles arrivent au sol en même temps. Alors vous pouvez refaire la même expérience, hein, si vous voulez vérifier, par exemple avec une balle de ping-pong et une balle de golf, qui ont le même volume mais pas la même densité. Vous montez en haut de votre immeuble, vous vérifiez qu'il n'y a personne en dessous en même temps, et vous les lâchez, et vous verrez bien, vous arriverez à reproduire cette même expérience, forcément. D'ailleurs, on peut faire l'expérience aussi dans une chambre à vide, c'est-à-dire une pièce dont on a pompé tout l'air, comme ça il n'y a plus d'histoire de flottabilité, de résistance de l'air, etc. Vous lâchez en même temps un objet très léger et très peu dense, comme une plume par exemple, et un objet très lourd et très dense, comme une boule de bowling. Qu'est-ce que vous observez? Eh bien, qu'il tombe exactement à la même vitesse, ce qui confirme l'équation et la gravité, et ce qui contredit ces histoires à dormir debout, de densité et de flottabilité. Ça, c'est à tomber des nues, quoi. Du même tonneau, vous avez ceux qui tentent de nous expliquer que la gravité n'existe pas parce qu'en fait ce serait l'électromagnétisme qui serait à l'œuvre. Hein. Voilà un exemple. L'importance et la place donnée à la gravité est une imposture. Pour nous, tout s'explique par la masse, la densité et le magnétisme terrestre. La gravité veut justifier le magnétisme terrestre. Alors, regardez le moment où la vidéo va donner une explication du phénomène. Alors attention là, faut s'accrocher un peu, faut être diplômé en physique en toc pour comprendre là. Un aimant quadripolaire existe au centre de la Terre plane, le fameux nord magnétique. De cet aimant partent des lignes de force. Ainsi la Terre est parcourue par un ensemble de flux énergétiques organisés en plusieurs là, grilles. vous avez vu pendant qu'on vous baratine là, qui est-ce qui vient de passer à l'image? Nikola Tesla. Il est pas cité, mais on vous met sa photo, juste, genre, Tesla, il a découvert des trucs qui permettent de dire que la Terre est plate, quoi. Et là, on est dans la récupération, mais abusive, quoi. Là, c'est abusé de ouf, quoi. Donc, Tesla, alors, si vous voulez en savoir plus, j'en avais parlé dans l'épisode sur l'énergie libre, vous le trouverez dans les liens sous la vidéo. Tesla, c'était un chercheur du début du XXe siècle, c'est un esprit libre qui travaillait un peu en marge, et on peut dire que c'est une grande figure dans les courants alternatifs de pensée. Donc, si vous voulez impressionner les gens, vous mettez un petit bout de Tesla, ça va forcément marcher auprès de ceux qui n'ont que survolé un peu ce qu'a fait Tesla. Par contre, dès qu'on a lu Tesla, en particulier, donc là vous avez un bouquin qui fait un recueil de tous ces articles parus dans des revues au début du XXe siècle, vous savez que Tesla, il parlait du globe dans chaque article, quoi. Par exemple, ici, quand il parle de sa tour, la tour, elle permettait de localiser les sous-marins en plongée, ou que ce fût sur le globe. Le globe, il parle bien de globe, il parle pas de disque, quoi. On se fout de notre gueule ouvertement. Plusieurs investigateurs et géobiologues ont contribué de façon souvent indépendante à découvrir ces réseaux. Lakowski, Sanderson, Perret, Curie, Hartmann, pour les plus connus, ou encore... Donc là, on est sur une technique de name dropping. Je te balance des noms de chercheurs prestigieux et morts, c'est plus facile, qui n'ont absolument jamais parlé de Terre plate et qui doivent se retourner dans leur tombe, mais du coup, ça accentue l'impression que on est sur des évidences scientifiques, quoi. Bon, petit à petit, on glisse vers la manipulation, là, vous le sentez, là, ou pas? Mais encore jusque-là, c'était subtil. Parce que là, on va arriver dans le moment où il donne des preuves, et alors là, on passe au niveau supérieur. Regardez. Voici un phénomène que ni les scientifiques ni la gravimétrie ne peuvent expliquer. Ce phénomène prouve que la théorie de la gravitation tombe en poussière.
Il s'agit du site de l'Oriole en France connu pour sa pente où n'importe quel objet roulant qui se trouve lâché du bas de la pente remonte tout seul. La pente est à l'opposé de la bulle. Voilà. Ça signifie que là, si on filme là, logiquement, ça monte. Ça monte. Et là, le bas, ça va descendre. Alors, je prends la bouteille. Alors ça c'est incroyable, hein. C'est une pente où les objets remontent, quoi. Donc, alors, est-ce que vous avez compris le truc ou pas? Moi, je pense que la vidéo d'origine, celle qui a été réutilisée ici pour nous faire croire que la gravité n'existe pas, ça devait être un gag, quoi. Parce que franchement, même sans s'y connaître en maçonnerie, un niveau à bulle, c'est pas sorcier à comprendre, quoi. La bulle, elle a tendance à remonter à la surface de l'eau, hein. Donc elle va se coller du côté où ça monte. Ça monte. Donc bah voilà, donc là, ça monte dans ce sens. Donc du coup, il est logique que quand on lâche une bouteille, elle redescende, quoi. Donc même si la prise de vue fait qu'on a l'impression que la bouteille remonte, hein, en fait toutes ces fameuses collines magnétiques là, ce sont des fakes connus, ce sont des endroits où la route fait une illusion d'optique, on a l'impression que ça monte alors qu'en fait ça descend. Donc ici à l'Oriole, ça vient du fait qu'on a une route qui monte avec un virage à 180 degrés comme dans une route en lacet, et du coup on peut penser que ça continue de monter après le virage, mais non en fait ça redescend. Ce phénomène prouve que la théorie de la gravitation tombe en poussière. Et voilà comment on cherche à vous arnaquer. Vous allez me dire, bon ça va, c'est juste une vidéo, mais non en fait parce qu'il y en a des dizaines comme celle-là. On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité, hein. Toutes les questions qu'on s'est posées dans le premier épisode, les Grecs se les étaient déjà posées, et ils avaient donc déjà compris que le monde ne pouvait pas être plat. Et à partir de Pythagore, donc là on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a 2600 ans, on a déjà compris que la Terre est ronde, parce que c'est la seule hypothèse qui explique tout ce qu'on observe, les étoiles, la Lune, les éclipses, etc. Et aux environs de 200 avant Jésus-Christ, vous avez carrément quelqu'un qui a fait une estimation de la circonférence de la Terre. Il s'appelait Ératosthène. Alors, il était mathématicien, astronome, philosophe, il venait d'Athènes, et il a dirigé la bibliothèque d'Alexandrie. Et du coup, il a voyagé en Égypte, et alors qu'il était dans la ville de Sienne, c'est-à-dire à Assouan, hein, en fait, il avait remarqué que le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le 21 juin, à midi, le soleil éclairait parfaitement le fond d'un puits. Donc, les rayons du soleil arrivaient à la verticale parfaite. Et donc, si on plante un bâton à Sienne à midi ce jour-là, le bâton ne fait aucune ombre. Or, Ératosthène avait remarqué en Alexandrie, qui est située donc plus au nord, que là, il y a des ombres à midi, le jour du solstice. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des mesures, il a planté un bâton en Alexandrie, il a vu une ombre sous le bâton, et quand je dis une ombre, là, je parle pas du poisson, hein, ça c'est un poisson qui a beaucoup plus d'appétit. Alors, revenons à notre ombre. Considérant que le soleil est très lointain, et que ses rayons, quand ils frappent la Terre, sont tous parallèles, l'ombre qu'Ératosthène voyait sous le bâton venait de l'angle que faisait ce bâton par rapport aux rayons du soleil. Et donc, c'était le même angle par rapport à un autre bâton qui aurait été planté à la verticale à Sienne et qui, lui, n'aurait pas eu d'ombre. Du coup, il a fait de la géométrie simple, il a mesuré la taille de l'ombre, et à partir de la taille du bâton, il a pu en déduire l'angle de ce bâton, qui correspond à l'angle entre deux rayons de la Terre, à Sienne et en Alexandrie. Il a obtenu 7,2 degrés, or le tour complet fait 360 degrés, hein, jusque-là, pas compliqué. Donc la portion de terre entre Sienne et Alexandrie représente 7,2 degrés sur 360, c'est-à-dire un 50e du cercle. Et donc la distance entre ces deux villes représente un 50e de la circonférence de la Terre. Alors cette distance entre les deux villes, elle était connue, ils l'ont mesurée à dos de chameau, paraît-il. Elle faisait 5000 stades, c'était la mesure de l'époque, hein. Un stade ça faisait 157 mètres et demi. Donc il a suffi à Ératosthène de multiplier 5000 par 50 et il a pu estimer la circonférence de la Terre à 250 000 stades, soit 39 375 km. Et malgré différentes erreurs de mesure hein, qu'il avait faites, ce qui est quand même bien badass, quoi, au niveau de la précision, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est 40 007 km en passant par les pôles et 40 075 km à l'équateur. Oui, parce qu'en effet, la Terre est pas tout à fait sphérique, hein, elle est un peu aplatie au pôle à cause de la rotation sur elle-même. Alors, ce qui est amusant, c'est que en 2017, à l'occasion du solstice, vous avez des gens qui ont refait l'expérience des bâtons d'Ératosthène à différentes latitudes. Pas vraiment pour mesurer la circonférence de la Terre, mais bien pour reprouver qu'elle était ronde. Et alors, vous pouvez retrouver une vidéo qui retrace l'expérience sur l'excellente chaîne de Ératosphère. Et maintenant, vous avez compris d'où il a tiré son pseudo. Donc, ce sont des partisans de la Terre ronde qui ont lancé l'idée au solstice 2017, et ils invitaient tout le monde à participer, en particulier les partisans de la Terre plate. Ils se connaissent parce qu'ils se clashent régulièrement par vidéo interposée. Et donc, il y en a même deux qui ont joué le jeu.
Alors, les gens qui ont participé étaient répartis surtout en France métropolitaine, mais pas seulement, hein. Certains étaient carrément dans l'autre hémisphère. Bon, certains se sont donné plus de mal que d'autres pour faire leurs mesures avec précision, mais ça a fonctionné. À la fin, en confrontant toutes les mesures, on retrouvait bien les résultats prévisibles. Les ombres mesurées montraient bien que les rayons du soleil ne frappent pas tous la Terre avec le même angle, que l'angle varie en fonction de la latitude, et quand on essaye de faire figurer sur un schéma tous les angles obtenus, on s'aperçoit que sur une Terre plate, ça marche pas bien, parce que les rayons ils devraient tous provenir du même point où se situerait normalement le soleil. Or, d'après le schéma, on voit que la hauteur du soleil, elle varie de plusieurs milliers de kilomètres selon les endroits. Alors que si on fait le même schéma en plaçant les mesures sur le globe, aux bonnes latitudes, tout fonctionne bien. Tous les rayons sont parallèles, ils proviennent de la même direction qui est très éloignée de la Terre, le soleil. Alors, anecdote intéressante, suite à cette expérience et aussi à d'autres observations sur les incohérences de distance autour de l'Antarctique, il y a une youtubeuse fervente partisane de la Terre plate qui a réalisé que la Terre plate, c'était pas si cohérent que ça. Et ce qui est courageux, parce que après avoir claironné sur tous les tons que la Terre est plate et que tous les gens qui pensent le contraire sont des moutons, mais il faut du cran pour se contredire, il faut du cran pour effacer toutes ces vidéos. Et c'est une grande preuve d'intelligence, à mon avis, que de reconnaître qu'on a eu tort. Bon alors après, elle n'a pas voulu se résigner pour autant à adopter le modèle reconnu de la Terre ronde, là aux dernières nouvelles elle voulait explorer une théorie selon laquelle la Terre serait concave, bon, soit c'est quelqu'un qui chemine, qui veut pas adhérer à quelque chose qu'elle n'a pas retrouvé par elle-même, mais elle sait entendre les arguments de la logique, c'est respectable. À force de regarder toutes ces vidéos, à force que YouTube me donne une liste de toutes ces vidéos qui sont faites relativement courtes, qui tendent à prouver par des arguments plus ou moins biaisé et plus ou moins tronqué, que la Terre était plate, eh bien j'en suis arrivé à douter que la Terre était ronde. On commence à rééquilibrer cette hypnose que j'ai eue par rapport à la Terre plate. C'est parce qu'il y a une quinzaine de jours, je suis tombé sur une vidéo, une dizaine de personnes ont planté un mât, bien d'aplomb, vérifié qu'il était d'aplomb. Ben oui, moi il me faut pas grand chose, ça me redonne foi en l'humanité. Alors, ok, il y en a qui vont me dire encore, ouais, c'est bien beau, avec des mesures, on peut arriver à retrouver la forme de la Terre, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de la voir de ses yeux? Alors, bon, on l'a dit, la courbure de la Terre est tellement peu prononcée, vu le rayon de la Terre, que du sol, ça va être difficile, avec notre champ de vision, d'arriver à l'apercevoir. Mais si on peut pas arriver à l'apercevoir sur les côtés, peut-être qu'il y aurait moyen de l'apercevoir en face de soi. Regardez, prenez une surface qui est a priori plate, la surface de l'eau. La mer ou un lac, et regardez à l'horizon. Lorsqu'un bateau s'approche ou s'éloigne, il se contente pas de diminuer de taille. À un certain point, on ne voit que le haut du bateau, et le bas est caché par l'horizon. Parce que la Terre est courbe. Et que même la surface de la mer ou du lac se courbe. Vous vous souvenez de l'eau dans l'espace? Elle devenait courbe, elle se mettait en boule sans problème. Mais les molécules d'eau de la mer ou du lac, elles sont toutes attirées vers le centre de gravité de la Terre, et donc l'eau se répartit de telle manière que toutes les molécules à sa surface sont à la même distance du centre de la Terre. Et le bateau, là, il est bien à la surface de l'eau, sauf que la surface, elle reproduit la courbure de la Terre. Alors vous avez quelqu'un qui a fait des observations hyper parlantes sur le sujet. Vous le connaissez parce qu'on avait déjà vu un extrait d'une de ses vidéos quand on a parlé d'émissions sur la Lune, c'est Fred Havès. À une époque où il se trouvait en Nouvelle-Calédonie, Fred a repéré une île avec un phare, le phare Amédée, 55 mètres de hauteur, qui présentait l'intérêt de pouvoir être vu de loin, depuis plusieurs points de vue. Alors il s'est rendu sur place, il a pris des photos en se plaçant à chaque fois au bord de l'eau pour être à la même altitude par rapport à la surface, et on voit bien que plus on s'éloigne du phare, plus la partie inférieure du phare est masquée par la surface. Et ça, ce n'est pas un effet de perspective. Sur une Terre plate, sans courbure, plus on s'éloignerait du phare, et plus il deviendrait petit, mais on verrait toujours le bas. Regardez cette reconstitution fidèle et très minutieuse du phare Amédée, dont je suis particulièrement fier. Il se dresse au-dessus de l'horizon, mais on ne voit pas le pied du phare. Pourquoi? Eh bien parce que la surface de l'eau est courbée. Si je soulève la mer, alors ça c'est assez exceptionnel ce que je suis en train de faire, et que j'enlève la spatule qui me permettait de reproduire une courbure, eh bien oui, lorsque la mer est parfaitement plate, là je vois le pied du phare, je vois le phare dans sa globalité, ce qui est assez logique. Mais ce n'est pas ce qu'on observe dans la réalité, la vidéo nous l'a prouvé. Alors après, Fred vous explique dans une seconde vidéo comment calculer la hauteur de la partie du phare cachée en fonction de la distance à laquelle l'on se trouve du phare, grâce à Pythagore. Mais il existe des calculateurs de courbure, pour retrouver tout ça plus facilement. Je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. Et là où c'est fort, c'est qu'avec ces calculs, on peut même prévoir ce qu'on va observer. Un petit peu plus précisément, voilà, le phare Amédée. Et on va se rendre dans la baie de Taureau. Et on va venir observer le phare Amédée depuis ici.
soit 32 km 5. En me mettant au niveau de l'eau à 32 km de distance, 32,5 km de distance, je vais Earth Calculator, hauteur des yeux. Allez, on va se mettre à 1,6 m. Et la distance 32,5 km, calculée. La cible elle sera invisible, 61 mètres sera sous l'horizon. Donc le phare théoriquement je le verrai pas. Par contre je monte à 4 mètres et je calcule. Là par contre le phare sera visible. À 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc vous allez voir, ça va jouer à quelques mètres. Alors, normalement on va voir la lumière du phare sera visible quand je vais être au-dessus de 4 mètres. Et la lumière du phare ne sera plus visible quand je vais me trouver en dessous de 2 mètres d'altitude. Allez, on te suit. On va bien voir si l'expérience vérifie ce que la théorie a prédit. Voilà, donc j'ai rentré pour l'îlot Amédée. Et voilà. Donc, vous pouvez voir. Et on va filmer de là-haut. Oh putain. Vous regardez, on est plutôt à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est au niveau de la mer et le phare on le voit pas. Ça joue à 1 mètre. À 1 putain de mètre. L'îlomètre avec un bateau qui passe devant. Et là je vais monter juste au-dessus. Et voilà, là je suis juste au-dessus. Tac. Bravo gars. Tac. Wouhou. Encore un coup. Voilà. Et là, je descends légèrement plus bas. À nouveau, rebelote. Et on voit plus le phare. Ouais, c'est pas de la balle ça, c'est pas de la balle ça, c'est de la balle, c'est même de la grosse boule ça, voilà. Là, il y a de quoi être éplafourdi, c'est quand même beau la science, putain. Là, c'est quand même autre chose que ces espèces d'approximations de blablabla densité, blablabla électromagnétisme, blablabla militaire. Là voilà, la science c'est ça, On a une théorie, on fait des calculs, on prédit ce qu'on va observer, on va sur place, et qu'est-ce qu'on observe? Exactement ce qu'on avait prédit. Et là, bim, il n'y a plus de débat, quoi. Voilà, là, il y a confirmation, et quand il y a confirmation, il y a Chartreuse, d'ailleurs ça, ceux qui connaissent la chaîne ont bien compris, ceux qui connaissent pas, ça veut dire que vous avez encore des choses à explorer. Alors, avec parcimonie, bien sûr, ça, d'ailleurs, Occam, ça c'est pour ton petit gosier. Alors voilà ce qu'on peut dire en conclusion de ces 2 épisodes. La Terre ronde, on en a des preuves. On peut l'observer, on peut la comprendre. Elle permet d'expliquer le monde autour de nous. La théorie de la Terre plate, c'est juste l'inverse. On n'en a aucune preuve, on ne peut pas complètement l'observer. On a des explications du monde qui sont assez foireuses, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas d'expliquer tout ce qu'on voit autour de nous. Et même les textes religieux n'arrivent pas à la sauver, puisque selon la page du livre sacré qu'on est en train de lire, on va pouvoir interpréter les choses différemment. Occam, il voit ça, il rase tout. Collapse, quoi. Il n'y a pas à chercher bien loin. La Terre est ronde, et on s'excuse platement. Platement. La Terre plate, c'est incohérent. Même en tant que façon de penser différente, c'est quand même difficilement tenable. On l'a vu, c'est une des théories les moins populaires dans le sondage dont on a parlé. Et puis, elle commence à être un peu moquée. Et il y a même des théories très intéressantes qui circulent à son sujet. Des conseillers de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama, deux monsieur qui s'appellent Cass Sunstein et Adrian Vermeul, et qui ont développé le concept d'infiltration cognitive. En réaction notamment au développement de ce qu'ils appellent les théories de la conspiration, qui remettent en cause des versions officielles, gouvernementales, médiatiques. Il va falloir mettre au point des stratégies, mais on ne peut pas mettre au point des stratégies frontales parce que ça les renforce, évidemment. Donc ils proposent la notion d'infiltration cognitive. Et donc on a vu effectivement, par exemple la théorie de la Terre plate ou des bêtises comme ça apparaître, qui sont manifestement des opérations psychologiques. Et c'est pas stylé ça? Vous savez ce que ça me rappelle? Matrix Reloaded. Je sais pas si vous l'avez vu, Matrix 2. Bon, globalement, moi j'avais trouvé le film moins surprenant que le 1, mais alors si vous vous souvenez de la fin, donc Neo qui dominait les machines dans la matrice, se retrouvait dans la vie réelle, confronté à une machine. Et il se passait ça.
Alors, là, on peut se dire quoi? Eh bien, on peut se dire qu'il y a une matrice derrière la matrice, en fait. On peut se dire que Neo, depuis le début, depuis le premier Matrix, avec ses amis, quand ils sont sortis de la matrice, en fait, ils s'imaginaient qu'ils combattaient les machines dans la vie réelle, mais ils étaient toujours dans une autre matrice que la machine avait mis en place pour les piéger, pour leur faire croire qu'ils s'étaient libérés, alors qu'en fait, ils s'étaient pas libérés du tout, quoi. Donc, quand j'ai eu cette interprétation-là, je me suis dit, waouh, gros kiff. C'est vrai que jusque-là, j'avais trouvé le film un peu longuet, mais là, je me suis dit, waouh, ça y est, ils ont retrouvé l'essence du concept, ils ont retrouvé l'idée qui fait que, voilà, du coup, j'avais hyper envie d'aller voir le 3, et donc, du coup, méga déception, quand le 3 est sorti, puisque, réellement, dans la vraie vie, Neo a les moyens d'arrêter les machines. Super, donc il a des super pouvoirs, et voilà en quoi ça se résume. Péton flop, Matrix Revolutions. Là, en toute franchise, je sais pas ce qu'il en est, je vous ai mis des liens si vous voulez creuser la question. C'est vrai que l'ex-conseiller d'Obama, quand il est interrogé là-dessus, il reste quand même assez évasif dans ses réponses. Donc si c'était le cas, on peut dire que ça aurait vraiment bien marché leur truc, parce que c'est allé bien au-delà des cercles qu'ils avaient ciblés au départ. Même les youtubeurs français se sont mis à faire des vidéos sur la Terre plate, etc. Bon, mais tout ça, c'est peut-être comme ma surinterprétation de Matrix Reloaded, quoi. À vouloir comprendre le monde, on essaye de trouver du sens à tout, et à donner du sens à des choses qui n'en ont pas forcément, peut-être. Parce que, voilà, on a besoin de croire que les choses se font pas par elles-mêmes, qu'il y a quelque chose derrière, quelqu'un pour les ordonner. On a besoin de romanesque. Bon, dans tous les cas, que ce soit vrai ou pas, vous serez forcément d'accord avec moi pour dire que le plus important, c'est de savoir détecter les fakes. Parce que ce soit des fakes réels, des fakes créés par les gens qui veulent faker ceux qui font des fakes au 2e, 3e degré, bon peu importe, ça reste des fakes. Donc à partir du moment où on utilisera bien les bons outils pour savoir détecter les fakes, où on va savoir utiliser le rasoir d'Occam, où on va arrêter de se faire embobiner par un tel ou un tel parce qu'il est charismatique, mais qu'en fait il raconte que de la merde derrière, on va refaire les raisonnements, on va refaire toutes les expériences qu'on pourra faire par soi-même, comme ça on restera lucide, et on ne va rien lâcher. Voilà, donc tout droit, toujours vers le sud. T'as une boussole? Oui, elle est dans le sac. Ok, donc tout droit, plein sud. Quand tu tomberas sur une mer, tu te débrouilles, tu trouves un bateau qui t'a dévié un peu à l'est ou à l'ouest, mais après, de toute façon, tu repars toujours plein sud. Tout droit, toujours tout droit. Tu m'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Rien. Il est là, ton sac, devant. De toute façon, je vois pas bien à quoi elle va te servir ta boussole tant que tu n'auras pas fait des trous pour tes yeux. Et je veux pas que le costume ait ses filoches. Après, ça va faire comme le tien, c'est n'importe quoi. Les gens, ils te le disent. De toute façon, j'ai pas besoin de la boussole, je me repère au soleil. Je le sens, le soleil. Je sens où est l'est, je sens où est l'ouest. Et comme moi, je sais dans quel sens elle tourne, la Terre. Je sais repérer le sud. Ah mais très bien. Donc, plein sud. Arrivé tout au sud. Bon, il va faire froid, T'as prévu de quoi? Oui, j'ai une grosse doudoune. Elle est verte, attends. Non, mais c'est bon, ça je te fais confiance. Bref, à un moment, il y aura plus de sud parce que tu seras tout au sud. Et là, tu vas continuer tout droit. Ah mais c'est là que si la Terre elle est plate, je tombe. Oui, mais tu feras attention où tu mets les pieds si tu veux, mais on a regardé le truc avec Occam, tu risques pas grand-chose. Donc, arrivé là, tu continues toujours tout droit. Et cette fois, du coup, ça va te faire revenir vers le nord. Bon, tu vas tout droit, plein nord. Tu prends des bateaux, tu vas tout au nord, jusqu'au pôle, et donc là, il n'y aura plus de nord. Et là, tu continueras tout droit, donc à nouveau vers le sud. Et là, tu verras que ça va te faire revenir ici. Et si ça, c'est pas la preuve ultime, je sais pas ce qu'il te faut. Eh ben, moi, je suis comme ça, moi. Je crois que ce que je vois. Ça, oui. Du coup, il y a de quoi être sceptique. J'y vais, moi. J'en ai marre tes insinuations, là. Allez, salut, mouton. Allez, bon courage. Je t'appelle quand t'es revenu. Bon, voilà l'expérience que pourraient faire les gens qui croient fermement en la Terre plate, aller sur place et se rendre compte. C'est comme le phare ou le coup des bateaux au solstice, ou toutes les expériences qu'on a faites. Mais voilà, ils n'ont pas forcément le courage de confronter leur vision du monde à la réalité, et du coup, ils préfèrent rester dans l'illusion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti le vide. Je me suis demandé si j'étais pas arrivé au bord, et puis non. Ah bah non, là. Déjà, il aurait fallu marcher un peu plus. Non, mais en fait, le problème, c'est que je peux pas faire des longues marches. J'ai les pieds plats. Ah ouais, décidément, quand on est dans la platitude. C'est que je veux pas voir les choses en face. C'est ça? Inconsciemment. Inconsciemment, ça dépend, tu l'écris comment? Allez, je vais te ramener chez toi. La Terre plate, maintenant, ça va bien. On va passer à autre chose, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. Allez. Et attention où tu marches, c'est pas tout plat.